Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons poursuivre notre cours sur les ruptures à l'ère de l'Anthropocène par un cours un peu particulier que j'ai intitulé « Le voisinage ou la construction des inégalités environnementales ». C'est pour montrer comment, à partir de l'industrialisation, les rapports de voisinage ont éminemment changé. C'est-à-dire que le voisin devient exposé non pas à de simples activités, mais devient exposé à des activités qui peuvent être délétères, qui peuvent remettre en cause aussi bien sa personne que ses biens. Et construction d'une inégalité, c'est comment finalement le droit s'est mis au service de l'industrie contre le voisin parce que le voisin était contre l'industrie. Loin de moi l'idée de faire une analyse marxiste du droit dans cette époque-là, mais je vais essayer de vous montrer comment finalement on est passé d'une relation de voisinage qui était relativement équilibrée à une relation totalement déséquilibrée. Et puis, l'autre face, c'est que le voisin, dans l'ère de l'Anthropocène, devient essentiellement du voisinage urbain et connaît de troubles nouveaux lorsqu'il va habiter à la campagne. Et on verra qu'il y a des voisinages qu'on pourrait appeler contre nature. Alors, tout d'abord, le voisin. Le voisinage, en fait, c'est une situation qui a vocation à durer, puisqu'elle est fondée sur un critère spatial, une plus ou moins grande proximité, si vous préférez, sans qu'il y ait nécessairement de continuité. La proximité ne signifie pas la contiguïté, il peut y avoir une distance plus ou moins grande en fonction d'éléments. Si vous êtes à côté d'une simple boulangerie, par exemple, on pourra admettre une proximité, un rapport assez proche. Si en revanche, vous avez une installation industrielle comme du chauffage urbain, beaucoup plus forte, on admettra une distance plus grande pour admettre qu'il y ait voisinage ici. Autrement dit, il y a un voisinage qu'on dira relatif dans l'espace. Et puis surtout, c'est qu'il y a également un critère temporel. Il y a une plus ou moins grande durée d'exposition, de relation dans le voisinage, mais sans qu'il y ait nécessairement permanence. Si vous préférez, pour bien comprendre, prenons l'exemple du piéton. Le piéton ne subit une nuisance que le temps de son déplacement. Il n'a pas de nuisance, il s'approche de l'élément générateur de la nuisance, il la subit pendant son passage, il s'en éloigne, elle disparaît. Alors que le voisin, lui, fait l'objet d'une exposition, on dira, permanente, et surtout, c'est qu'il est prisonnier de l'espace dans lequel il se trouve. Le voisin y est exposé de façon plus ou moins durable, à des degrés variables, selon le temps, selon la puissance de l'émission, selon la distance par rapport à la source. Donc on a ici des critères objectifs, on pourrait dire presque mathématiques. Et cela va également dépendre de la personne du voisin. On aura ici des critères beaucoup plus subjectifs, puisque ça va dépendre de sa vulnérabilité physique, de sa vulnérabilité psychique. Donc le voisin peut être finalement quelqu'un d'occasionnel, peut-être également, on pourrait dire, en pointillé, mais sans que cette situation change, l'exposition demeure. Alors ces critères juridiques rejoignent plus ou moins les critères dégagés par les géographes pour mettre en évidence des inégalités environnementales qui sont liées aux installations industrielles, fruit finalement d'un long processus historique, d'une construction, processus historique, géographique, économique, démographique, social, et qui va finalement établir une typologie collective, les lieux et les nuisances, ou individuelle, ce qu'on appelle la capacité ou le dynamisme. Et l'environnement qu'on pourrait ici décliner dans ce qu'on pourrait appeler le cadre de vie n'est pas nécessairement choisi par l'individu ou par le groupe d'individus exposés. Soit qu'il n'ait pas les moyens d'éviter l'exposition pour des raisons économiques, soit au contraire que la concurrence des territoires a fait qu'il y a eu soit une extension industrielle en tache d'huile, et donc qui va venir petit à petit se rapprocher et absorber les habitations, soit au contraire qu'il y ait une extension urbaine par phagocytose, c'est-à-dire que c'est l'habitat qui s'est rapproché petit à petit des usines. Ne pas oublier aussi le phénomène qu'on a pu connaître à une certaine époque des politiques de patronage où vous aviez les constructions de maisons d'habitation à proximité des usines pour permettre aux ouvriers d'être quasiment présents en permanence. Et donc cette création de cités ouvrières va créer des rapports de voisinage quelque peu délétères. Quelles que soient les causes
finalement, que ce soit des causes d'extension industrielle ou d'extension urbaine, eh bien, on va constituer ce qu'on appelle le locally indesirable land uses, c'est-à-dire d'une utilisation des sites localement indésirables, et donc forcément, ceux qui vont être exposés seront ceux qui auront le moins de moyens de s'en éloigner. Finalement, ils ne peuvent pas faire autrement que d'être exposés dans ce cadre-là, ce qui va créer une inégalité environnementale par un différentiel d'exposition des individus à des risques et à des nuisances de toute nature. Et ça va confiner à une injustice environnementale parce que cette exposition résulte d'un non-choix pour ces personnes. Ils ne sont pas responsables de leur situation et ils peinent surtout à obtenir une amélioration de leur sort ou l'indemnisation de leur préjudice, à condition naturellement que la possibilité d'agir en justice pour cela ne leur soit pas fermée, comme on le verra. Ce qui permet donc en contrepartie à l'industriel de poursuivre son activité en toute quiétude. Cette dissymétrie finalement va perturber la relation d'altérité qu'on connaît ordinairement en droit civil dans la relation de voisinage qui impose généralement la recherche d'un certain équilibre des droits et des obligations des protagonistes. La protection de l'un contre les nuisances de l'autre implique la réciprocité et non l'assujettissement de l'un à l'autre. Donc il y a un déséquilibre qui se crée de ce cadre-là. Cette coexistence normalement pacifique du voisinage a trouvé son point d'ancrage à ce qu'on appelle la théorie des troubles anormaux de voisinage, qui a été inventée par la jurisprudence pour faciliter la réparation des dommages du voisin affecté. Mais, on va le voir, c'est quelque chose qui est finalement extrêmement tendancieux. C'est extrêmement tendancieux, pourquoi? Parce que quand on parle de troubles anormaux qui méritent une réparation, il y a donc l'hypothèse qu'il y ait des troubles dits normaux. L'hypothèse qu'il y ait donc des troubles dits normaux, c'est-à-dire des troubles qui imposent toute vie en société, qui ne sont pas réparables en tant que tels, par rapport aux troubles anormaux qui dépassent ce qu'on appelle les troubles ordinaires du voisinage, qui sont réparables sans que la victime, et c'est un régime qui lui est favorable, sans que la victime soit contrainte des preuves de responsabilité, ce qu'on appelle la responsabilité délictuelle, on doit démontrer la faute, ou quasi délictuelle, on doit démontrer l'imprudence. Ici, le voisin qui se prévaut de la théorie des troubles anormaux doit simplement démontrer qu'il subit un dommage et que ce dommage est en lien avec une situation particulière. Et donc, il doit simplement finalement démontrer le lien de causalité sans avoir à rapporter une faute particulière. Cet équilibre ne doit pas tromper cependant. Il ne doit pas tromper cependant parce que, même normal, un trouble reste un trouble. Et le voisin de l'installation industrielle devra le supporter, alors même qu'il n'est pas lui-même source de nuisance pour son voisin. Contrairement à une relation de voisinage classique entre individus, où, comme je le disais, il y a une réciprocité, finalement, eh bien, cette équivalence, la recherche d'un certain équilibre, peut justifier le recours à l'anormalité. Il y a rupture de cet équilibre, mais est-ce que cette rupture est normale ou anormale? Et on va voir que dans le développement d'une société industrielle, de plus en plus, des troubles qui auraient pu paraître anormaux vont apparaître comme des troubles normaux par un jeu particulier. On verra ce qu'on appelle la préoccupation individuelle ou la préoccupation collective. J'entends préoccupation au sens d'occuper antérieurement. Même si c'est préoccupant, sans mauvais jeu de mots, de ce point de vue-là. Mais vous noterez qu'il n'y a naturellement pas de commune mesure entre les troubles que peut causer une industrie à un voisin qu'un voisin à une industrie. Et c'est là où se situe le déséquilibre. Et finalement, la normalité va l'emporter sur le fondement de critères d'intérêt sociétaux qui échappent largement aux voisins. Il faut développer l'économie, donc le voisin doit être neutralisé, comme nous le verrons. Là où la relation est naturelle entre individus a priori, eh bien, il faut une construction prétorienne, une construction par la jurisprudence, pour que ne soit pas remise en cause de façon permanente le fonctionnement d'une entité économique. Il ne faudrait pas qu'à chaque fois qu'un voisin s'installe ou qu'un voisin subisse une nuisance, il attaque l'entrepreneur et remette en cause le processus économique. Et je pèse bien mes mots, il s'agit bien ici d'une construction d'inégalité. Il s'agit bien ici d'une construction d'inégalité qui fait largement appel à l'intérêt général pour justifier le déséquilibre des relations qui finalement implique une certaine artificialité de ces relations.
Or, cette situation peut sans doute s'expliquer par le fait que le voisin d'une installation industrielle peut trouver dans le droit qui régit le fonctionnement une garantie de moindre incidence. Autrement dit, si l'autorité publique a autorisé l'installation, c'est que cette autorité a considéré qu'il n'y avait pas de risque particulier pour le voisinage. Donc, s'il n'y a pas de risque particulier, le voisin n'aurait pas à pouvoir venir s'en plaindre. D'un autre côté, on sait que les autorisations administratives sont toujours délivrées, selon la formule, sous réserve du droit des tiers. Ce n'est pas parce que c'est autorisé par la personne publique que pour autant le tiers ne peut pas demander indemnisation de son éventuel préjudice. Mais ça serait faire quand même si on devrait avoir ce qu'on appelle mutuelle tolérance, ça serait quand même faire preuve, de mon point de vue, une certaine naïveté que de croire que la réglementation industrielle, dans ce cadre-là, aurait pour seule finalité de protéger les intérêts du voisinage. Le droit du voisin est mis en exergue. On va voir que c'est le voisin et le voisin seul qui peut attaquer le fonctionnement d'une telle installation. Mais pourquoi ? Simplement, si on met en exergue le voisin, c'est que le voisin est parfaitement adapté au contexte industriel. Autrement dit, protéger le voisin, c'est protéger l'industrie, parce qu'on n'admettra pas d'autres personnes que le voisin pour pouvoir se plaindre. Donc on va limiter spatialement et temporellement le champ des recours et on va exclure tous les autres. Et on va avoir une approche de la jurisprudence qui est extrêmement accommodante dans ce cadre-là. Or, pourquoi le voisin est intéressant ici ? Parce que le voisin doit supporter les inconvénients qui ne dépassent pas la mesure des obligations ordinaires de voisinage, selon une formule classique. Or, comme le dit la jurisprudence, il faut prendre en compte une commodité naturelle et légitime entre les inconvénients et les avantages qui sont liés au haut degré de prospérité et le haut prix des locations dans les cités industrieuses. Ici, c'était un propriétaire qui se plaignait de troubles de voisinage, et ce à quoi la Cour de cassation lui a répondu, donc troubles de voisinage liés à des installations industrielles, ce à quoi la Cour de cassation lui a répondu, mais monsieur, si vous arrivez à louer vos immeubles à des salariés, c'est parce qu'il a des usines. Donc vous y avez un avantage également. Donc on doit mesurer les inconvénients par rapport aux avantages, et en l'occurrence ici, elle l'a débouté en disant que votre location est liée au haut degré de prospérité de la cité grâce aux industries. Autrement dit, le fait qu'on puisse avoir dans une certaine mesure une neutralisation de l'installation industrielle au bénéfice du voisin doit être fortement relativisé. Pourquoi ? Parce que le voisin est devenu finalement l'acteur obligé d'une solidarité nécessaire. Mais comme je l'ai dit en introduction, c'est bien à son corps défendant qu'il est exposé. Et surtout, c'est qu'il est instrumentalisé par le droit, qui participe ainsi à la constitution d'une géographie que des collègues ont appelée géographie inégalitaire. Si l'équilibre des intérêts est a priori au centre des intérêts de voisinage, eh bien la réalité est tout autre. Les intérêts économiques priment sur les intérêts de toute autre nature, et notamment les intérêts individuels de voisinage. Il faut donc, et toute la réglementation va s'employer à cela, il faut donc limiter les possibles revendications des voisins qui risqueraient de compromettre le bon fonctionnement de l'installation industrielle et donc partant de l'économie. Et donc le droit, de ce point de vue, va organiser une neutralisation du voisin au profit de l'industrie. Alors tout d'abord, la neutralisation relative de l'industrie au profit du voisin. La pacification qu'on a recherchée des rapports de voisinage est une préoccupation assez récurrente du législateur. J'entends à partir du moment où on passe dans l'ère de l'Anthropocène et donc que l'on va créer les industries. L'objet du législateur, c'est tout aussi bien d'assurer le développement économique que la sécurité des personnes et des biens. Et lorsqu'on analyse la jurisprudence du XIXe siècle, de la révolution industrielle, elle est très riche de décisions qui sont liées au tort porté au voisinage par le fait du fonctionnement de ce que l'on appelait les manufactures, et je cite, les ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode, qui était né du décret impérial d'octobre 1810. Et puis après, vous aurez en 1917, mais on voit aussi cet aspect de voisinage dans l'intitulé, les établissements dangereux, insalubres ou incommodes, ces éléments étant liés également dans un rapport de voisinage.
Lorsqu'on s'attache à la doctrine de l'époque, qui va commencer à réfléchir à partir de 1810, enfin un petit peu avant, on le verra avec le rapport de l'Institut, sur ces questions de voisinage et ces rapports à l'économie en faveur de l'industrie, les commentateurs vont, je cite, dénoncer des incommodités entre les héritages voisins et les résidus volatiles de la combustion qui vont incommoder l'usage du fonds voisin. Et on rappelle, la jurisprudence rappelle que le propriétaire d'une manufacture ou d'une usine ne peut pas transmettre au fonds voisin des gaz délétères de nature à nuire à la santé ou à la végétation. De la même façon, le bruit causé par un établissement industriel doit être considéré comme portant atteinte aux droits d'autrui lorsque par son intensité et sa continuité, il devient intolérable pour les voisins et excède ainsi les incommodités ordinaires du voisinage. Donc on voit bien ici qu'on revient à cette notion de théorie de trouble anormal alors même qu'elle n'avait pas encore été créée. Simplement, les commentateurs commencent déjà à la sentir en germe. Finalement, si on s'attache à d'autres ouvrages, comme par exemple le dictionnaire Merlin, c'est un dictionnaire alphabétique du droit de 1830, Merlin, à propos des questions de droit qui se présentent le plus fréquemment devant les juridictions, eh bien, ne s'intéresse à l'industrie qu'au regard des obligations qui sont faites par rapport au voisinage, ce qui montre bien que l'on doit ici essayer de concilier la production industrielle avec les autres intérêts. Qu'est-ce qui le prouve? Qu'est-ce qui le démontre finalement? C'est pourquoi est-ce qu'on a eu en 1810 un texte spécifique qui va permettre le développement de l'industrie à la fois pour le voisin et contre le voisin. 1810, c'est juste après 1809. Vous savez que la France est en lutte contre la moitié de l'Europe et que donc on doit développer l'industrie. Et donc vous avez un certain nombre d'industries extrêmement lourdes qui sont développées, notamment les poudrières, les fabrications d'explosifs, etc. Bref, autant d'éléments qui sont nécessaires à l'effort de guerre et qui vont être nécessaires au redressement économique de la nation. Les industriels sont extrêmement perturbés dans ce cadre-là parce qu'ils peinent à s'installer dans les communes, tout simplement parce que l'autorité qui a la police des installations industrielles, c'est le maire. Il y a donc autant de police qu'il y a de maires, il n'y a pas d'unité dans l'installation. Et les industriels en sont fortement marris et donc vont demander à l'Institut un rapport sur l'état de l'industrie en France. Alors ce qu'il faut savoir pour la lecture de ce que je vais vous dire de l'industrie, c'est qu'à l'époque, les parlementaires étaient les industriels étaient des savants, le plus souvent, donc ils faisaient de la R&D, finalement, avant la lettre, et finalement, tout ce petit monde produit son propre rapport qui est nécessaire à son propre développement. Je vous donne avec la terminologie de l'époque, vous allez voir qui est assez savoureuse sur le ressenti qu'il pouvait y avoir, qui va justifier donc ce décret qui va déconnecter la police des installations industrielles de la police municipale. C'est que le sort des établissements les plus utiles, je dirais plus l'existence de plusieurs arts, a dépendu jusqu'ici de simples règlements de police et que quelques-uns, repoussés loin des préjugés par l'ignorance et la jalousie, continuent de lutter avec désavantage contre les obstacles sans nombre qu'on oppose à leur développement. C'est ainsi que nous avons pu successivement que les fabriques d'acide, de sel ammoniaque, de breux de Prusse, de bière, les préparations de cuir sont reléguées hors de l'enceinte des villes et que chaque jour, ces mêmes établissements sont encore dénoncés à l'autorité par des voisins inquiets ou par des concurrents jaloux. Je vous donne donc le contexte à l'état brut, alors sans doute peut-être exagéré, mais ce dont se plaignent les industriels finalement, sans faire d'anachronisme, c'est une distorsion de concurrence qui naît du fait que c'est une autorité municipale qui est mue par des intérêts locaux, qui va réglementer la production industrielle, ou en tout cas l'implantation industrielle. Et le rapport qui est fait au ministre de l'Intérieur sur le projet de loi de 1810, sur le projet de décret de 1810, précise qu'il a tâché de concilier tous les intérêts et que la décision du ministre ou du préfet ne sera prise qu'en connaissance de cause et sera un garant que ce qu'il accorde la permission, c'est qu'il a jugé qu'il ne pouvait en résulter aucun inconvénient, ni pour la salubrité, ni pour les propriétés du voisinage. Et on lit encore un peu plus loin, et j'en terminerai par là par ma lecture,
la sollicitude du gouvernement embrassant toutes les classes de la société, il est de sa justice que les intérêts des propriétaires ne soient pas non plus perdus de vue plus que ceux des manufacturiers. Autrement dit, ce qu'essaie de défendre le décret de 1810 ici, c'est un équilibre entre les intérêts des uns et des autres. Et pourtant, lorsqu'on lit la jurisprudence à l'époque, qui montre que la question n'est traitée qu'en termes de violence faite au voisinage, par le fonction des installations classées, elle parle d'eau délétère et malfaisante, qui sont issues d'une exploitation minière qui est nuisible à la végétation. Les eaux employées qui sont déversées après un usage industriel frappent le sol de stérilité. Et finalement, les commentateurs de ces jurisprudences vont tous dans le même sens, qui évoquent les incommodités entre héritages voisins, mais rapportent également que la mutuelle tolérance dans les rapports de voisinage est perturbée par les abus qui sont liés aux résidus volatiles de la combustion qui vont incommoder l'usage du fonds voisin. Contexte assez noir, sans mauvais jeu de mots, à l'époque. Alors il y a certainement un contexte, un caractère industrialiste au texte qui va ressortir, mais la réglementation de 1810, comme celle de 1917 qui va lui succéder, et son application montrent qu'il s'agit d'arbitrer la cohabitation de plus en plus conflictuelle entre les voisins, entre les propriétaires et les industriels aux intérêts divergents. L'objet finalement de ces préoccupations, c'est pas le voisin, c'est l'industrie. Il faut protéger en définitive le voisin de l'industrie tout en laissant l'impression que c'est le voisin qu'on protège. Le voisin est préoccupant finalement. Il est préoccupant car il constitue un obstacle potentiel à l'implantation industrielle et au fonctionnement des installations. Normalement, le voisinage, c'est un repère, c'est un référent en tant que tel et qui va être formalisé par un rapport de voisinage. C'est-à-dire que l'élément que l'on va trouver pour permettre de protéger le voisin, c'est un rapport de voisinage. Les installations les plus dangereuses vont être éloignées du voisinage, tandis que les installations les moins dangereuses vont pouvoir rester à proximité. Donc on joue dans un rapport de voisinage, dans la réglementation de l'implantation, on dira presque dans un rapport de géométrie, dans ce cadre-là. Je vous donne simplement la lecture des trois classes que l'on va créer, à l'époque. La première classe, et qu'on va retrouver d'ailleurs dans les installations dites classées aujourd'hui, si elles sont classées, c'est qu'elles reposent sur des classements, par une nomenclature. Les établissements de 1810 sont divisés en trois classes. La première comprendra ceux qui doivent être éloignés des habitations particulières. La seconde, les manufactures et ateliers dont l'éloignement n'est pas rigoureusement nécessaire, mais dont il importe néanmoins de permettre la formation qu'après avoir acquis la certitude que les opérations qu'on y pratique seront exécutées de manière à ne pas incommoder les propriétaires ou le voisinage, ni leur causer des dommages. Et enfin, la troisième classe, c'est les établissements qui peuvent rester sans inconvénient près des habitations, mais qui doivent rester soumis à la surveillance de la police. Donc on voit bien qu'à un problème de voisinage répond une technique de voisinage. Et finalement, l'incommodité l'emporte sur toute autre considération. On ne parle pas de salubrité, on ne parle pas de santé à l'époque. 1810, Pasteur n'a pas encore inventé le microbe. Donc on ne connaît... Enfin, il faut voir aussi que le droit, à cette époque, est fortement ancré sur les questions scientifiques. J'ai pas eu le temps de vous exposer à peut-être que je le ferai dans l'année prochaine, les liens qu'il peut y avoir entre développement du droit de l'environnement et sciences, mais il faut attendre dès 1890, par exemple, qu'Edouard Alfred Martel découvre les relations entre les eaux de surface et les eaux souterraines pour qu'on se mette à protéger les captages en créant des périmètres. Donc finalement, vous avez toujours des liens entre science et industrie qu'on va notamment trouver dans ce décret. Et finalement, c'est l'odorat sentinelle qui va prédominer ici. C'est l'incommodité, ça sent mauvais, donc on est exposé. Il va naturellement y avoir l'exposition de la poudrière de Grenelle en 1799, par exemple, qui va faire 1 millier de morts, montre bien qu'il y a d'autres risques que cela, mais le risque récurrent, celui qui est le plus dénoncé, c'est la mauvaise odeur. Je vous renvoie au parfum de ce skin avec ses pages initiales pour savoir ce qu'il en était. Vu les plaintes portées par les différents particuliers contre les manufactures et ateliers dont l'exploitation donne lieu à des exhalaisons insalubres ou incommodes, on parlait même d'exhalaisons méphitiques, donc qui revenaient des profondeurs de l'enfer. Donc ça vous montre bien les odeurs qu'il peut y avoir à l'époque, et je signalerai l'excellente thèse de Jérôme Fromageau, qui a
quarantaine d'années sur la police industrielle de 1699 aux États généraux. Et vous avez toute une approche comme ceci, avant les travaux de Leroux notamment, ou de Frioult sur ces questions. Lui, il a travaillé en juriste et pas en géographe à l'époque, ici. Enfin, vous voyez aussi les travaux du Ruche sur ce collectif donc d'historiens qui s'intéressent aux questions environnementales sur ces points. 2 siècles plus tard, on avance un peu dans le temps quand même, 2 siècles plus tard, avec la loi installation classée du 19 juillet 1976. Le voisinage est toujours en bonne place. Le voisinage fait partie des intérêts protégés au titre de la réglementation d'ICPE. L'article actuellement L511-1 sont considérés comme des installations, vont être rangées aux titres des installations classées, celles qui non seulement figurent dans une nomenclature, mais elles y figurent parce qu'elles peuvent notamment porter des troubles au voisinage. Donc on trouve également toujours ce critère. Ce sont celles qui peuvent présenter des dangers et inconvénients pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publique. Et donc, les éléments nouveaux, comme la sécurité, la salubrité ou la santé, concernent toujours le voisin, naturellement. Mais ce n'est plus en tant que voisin qu'il est concerné, mais en tant qu'individu. Donc, on lui fait bien une place à part comme voisin, puisqu'on protège son intérêt. D'ailleurs, on trouve toujours cet aspect de géométrie, puisque notamment le préfet, lorsqu'il va autoriser des installations classées, va pouvoir, le cas échéant, prévoir des distances particulières par rapport à l'installation, enfin, de l'installation par rapport au voisinage. Et finalement, on se rend compte que la pression du voisinage aura porté ses fruits, mais sans remettre en cause le développement industriel. Je rappelle de nouveau, mais parce qu'il est très contemporain dans son approche, même s'il a désormais plus de 200 ans, 2 siècles, le rapport de l'Institut de 1804. Il est de première nécessité pour la prospérité des arts qu'on pose enfin des limites qui ne laissent plus rien à l'arbitraire d'un magistrat, qui trace au manufacturier le cercle, toujours la géométrie, le cercle dans lequel il peut exercer son industrie librement et sûrement, et qui garantisse aux propriétaires voisins, vous notez pas les autres, le voisin toujours, qu'il n'y a ni danger ni pour sa santé, ni pour les produits de son sol. Donc vous avez une obligation de proportionnalité qui est faite avec la règle, tout simplement parce qu'on est en droit, parce qu'on est dans une réglementation de police, et la réglementation de police doit être toujours proportionnée au résultat à atteindre. On ne peut adopter une mesure que si elle est évidemment nécessaire et sans dépasser la nécessité, parce qu'elle remet en cause une liberté, qui est la liberté du commerce et de l'industrie, tout simplement. D'ailleurs, on voit bien ce que dit le Code de l'environnement. L'arrêté d'autorisation de l'installation doit fixer, je cite, les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts de L511-1, dont le voisinage, ce qui veut dire qu'elles ne peuvent pas dépasser ce critère d'être indispensables. Elles doivent être évidemment nécessaires. Si elles dépassent la nécessité, elles sont disproportionnées, donc illégales. Indispensables, et rien de plus, donc. Les intérêts économiques du voisin du fait de la présence de l'exploitation industrielle seraient-ils en jeu que la réglementation des installations classées serait impuissante à le protéger, à réglementer la situation en tant que telle, puisque on passe d'un régime qui est indispensable dans un premier temps à un régime qui est nécessaire dans un second temps, nécessaire au respect notamment d'eux. Nécessaire et non plus indispensable, nécessaire et pas absolument nécessaire, comme le traduit le caractère indispensable a priori, ce qui montre bien qu'on peut s'arrêter formellement à cette nuance du caractère ou indispensable ou nécessaire. La nécessité l'ayant emporté, elle est beaucoup plus faible dans la protection. La protection du voisinage est également renforcée, de nouveau, puisqu'on va essayer de neutraliser de façon relative l'industrie pour protéger les intérêts du voisinage. Cette protection est renforcée par le fait que l'autorisation environnementale pour l'industriel ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou des inconvénients pour les intérêts mentionnés. Ce qui laisse supposer donc qu'à partir du moment où une autorisation est délivrée, c'est qu'implicitement, elle respecte les intérêts qu'il y a. À commencer par le fait que les prescriptions qui vont s'imposer à l'industriel doivent avoir été éprouvées pour que l'autorité de police puisse les édicter. Comprenez qu'en droit, on ne peut pas imposer une obligation impossible.
Sinon, ça aboutirait à une interdiction déguisée, que ne prévoit pas la réglementation en tant que telle. Et finalement, de façon spéculative, ça signifie que les prescriptions que le préfet impose au fonctionnement de l'installation satisfont à la fois les intérêts du voisinage et les intérêts plus largement entendus de l'environnement. Mais il faut également, et c'est une limite très forte, qu'elle respecte ce qu'on appelle les meilleures techniques disponibles. On ne peut pas imposer des prescriptions qui dépasseraient ce que la technique permet de satisfaire. Sinon, ça serait de nouveau une impossibilité déguisée de fonctionnement. Donc l'obligation impossible reste ici la limite. Et finalement, ça affaiblit quelque peu le voisinage. Pourquoi? Parce que le seul cas prévu par la réglementation qui permet au préfet de refuser l'autorisation de fonctionnement, c'est à partir du moment où toutes les prescriptions qu'on met en œuvre par rapport aux techniques disponibles ne permettent pas, évidemment, d'assurer la protection nécessaire de l'environnement et du voisinage. Alors comment est-ce qu'on va vérifier finalement qu'il y a cette protection et comment est-ce qu'on va associer un peu plus peut-être le voisin à cette réglementation puisqu'il est le premier concerné? En fait, on a une première technique qui était mise en place au XVIIIe siècle, alors dans tout autre respect, au départ c'était pour l'expropriation, qui va devenir ce qu'on appelle l'enquête des commodo et incommodo, des commodités et incommodités. Autrement dit, c'est une consultation de la population qui va être faite à proximité des installations industrielles. En gros, c'est une enquête de voisinage et même, je dirais plus, une enquête de police. C'est-à-dire on va voir qu'il faut très bien marquer la nuance qu'il y a entre l'enquête primitive des commodo et incommodo et ce qu'on appelle maintenant l'enquête publique. Elles sont a priori dans le même esprit, mais en réalité, c'est pas le même but. À l'époque, je vous rappelle, on est quand même sous l'empire napoléonien qui, du point de vue de la police, n'est quand même pas des plus souples. Et ce que l'on veut en faisant l'enquête commodo et incommodo, c'est de savoir quelle sera la réaction de la population, les troubles à l'ordre public qui pourront naître de contestation de la part des voisins par rapport au fonctionnement industriel. L'environnement n'est pas encore la question, c'est l'environnement humain auquel on s'attache. Et finalement, cette enquête des commodités et incommodités va permettre d'établir une pesée globale des intérêts entre l'implantation d'une industrie qui risque de causer des troubles et les effets des troubles sur les voisins et donc sur l'ordre public. Et comme l'a souligné Thomas Leroux dans un de ses ouvrages sur l'industrie au XIXe siècle, cette enquête des commodo et incommodo, elle est biaisée. Elle est biaisée tout simplement par le fait que si elle apportait effectivement un écho aux craintes exprimées par les habitants, puisque c'était un moyen d'information, ça donnait donc un certain poids au voisinage, eh bien ça permettait de multiplier les moyens de contestation, c'est évident. Mais d'un autre côté, l'entrepreneur lui-même pouvait inciter ses voisins, voire ses ouvriers, et n'oubliez pas qu'on est dans un contexte où vous avez les constructions à usage d'habitation qui sont à proximité des usines, donc qui sont les voisins qui peuvent s'exprimer dans l'enquête des commodo et incommodo. Donc on imagine, pardonnez-moi de nouveau l'anachronisme, le chantage à l'emploi qui pouvait naître dans ce cadre-là. Et l'enquête publique contemporaine, celle qu'on connaît depuis 1983 avec la loi Bouchardot, apporte elle aussi simplement, je dirais, une illusion de prise en compte des intérêts du voisinage, même si elle a pour vocation affirmée d'assurer l'information et la participation du public, ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers qui vont pouvoir s'exprimer. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez une tellement forte technicité des dossiers. Je vous invite un jour, si vous avez une enquête publique à proximité pour l'implantation d'une usine, de lire le dossier d'enquête dans le délai qui vous est imparti, même si maintenant on peut le télécharger. Si vous arrivez à comprendre ne serait-ce que le 10e de tous les éléments qui sont indiqués, et qui donc devraient normalement vous permettre d'émettre un avis éclairé, on dira, même si à le résumé non technique est parfois un peu compliqué. Enfin, pour avoir moi-même travaillé sur certains éléments où le dossier d'enquête faisait plus de 6000 pages, je vous laisse deviner ce qu'il en est de l'appréciation de 6000 pages dans le délai d'enquête et avec la technicité que cela suppose. Tout simplement parce que la prise en considération, le texte dit bien après la Convention d'Aarhus qu'on doit prendre en considération l'avis du public et donc l'avis du voisinage, parce que c'est souvent le voisinage qui va venir s'exprimer. En fait, on se rend compte que, oui, bien sûr, on l'a entendu,
Mais est-ce qu'il va se traduire dans la réglementation? Rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr. On le voit d'ailleurs aussi avec toute une série d'autres réglementations qui vont intervenir par la suite, comme la procédure d'enregistrement qui va déclasser les installations classées entre celles qui sont à autorisation, donc le régime le plus fort, et celles qui sont à déclaration, le régime le plus faible, en créant un régime dit d'enregistrement, qu'on appelle aussi l'autorisation simplifiée, où on va tellement simplifier qu'on va passer outre l'étude d'impact et l'enquête publique. Sauf éventuellement des cas par cas où le préfet peut remonter le simplifié dans le normal, mais voilà. L'idée, pourquoi? L'idée, en fait, elle est à la fois de faire... Alors, c'est non dit, on le lit dans les rapports, on le lit pas dans le texte, mais l'idée qui sous-tendait le projet d'ordonnance, c'était de réduire les délais d'instruction, de dégager les moyens humains. Pourquoi dégager les moyens humains? Si on les sort de l'instruction, c'est pour les renforcer les contrôles des installations. Donc, grosso modo, la moyenne française, c'est un contrôle tous les 7 ans, compte tenu du personnel des DREAL qui sont affectés. Même si ils le sont d'ailleurs le plus souvent sur plein du voisinage qui vont demander est-ce qu'il y a un contrôle en tant que tel. Quels que soient les arguments que sous-tendent cette réforme, il faut constater finalement un amoindrissement certain des procédures qui vont permettre aux voisins de pouvoir s'exprimer et un amoindrissement également des procédures de contrôle parce que ça va finir par exaucer le souhait de certains industriels au détriment de la démocratie participative. Et finalement, la participation du voisin ici au processus décisionnel est réduite à la portion congrue. Elle est réduite à la portion congrue. L'enquête publique est si coûteuse en temps, ça prend beaucoup de temps de monter une enquête publique, si coûteuse en procédure, selon ces détracteurs du régime, va être supprimée par ce régime de l'ordonnance créant l'enregistrement, supprime l'enquête publique pour près du tiers des installations existantes. Pour près du tiers des installations existantes, vous avez à peu près 500 000 installations classées en France. Je vous laisse deviner le nombre qui est réduit dans ce cadre-là. Et finalement, même si le voisin peut s'exprimer sur l'enregistrement, par la voie numérique, mais il le fera sans la présence du commissaire enquêteur qui est quand même un tiers indépendant qui permet d'assurer comme ceci un espèce de tampon entre l'industriel et le voisin qui peut répondre à un certain nombre de questions, eh bien, va être privé également de l'avis du commissaire enquêteur. Et donc le voisin, petit à petit, qui initialement était au cœur des préoccupations des autorités publiques, qui était finalement la cause même de la création d'une police spéciale industrielle, est ainsi insidieusement mis à l'écart et n'apparaît plus finalement que comme un paramètre comme un autre à intégrer dans le régime des installations. Mais son existence de ce voisin constitue toujours un objet d'inquiétude parce qu'il a une capacité d'action juridictionnelle. Là où antérieurement il contestait devant le maire ou devant le préfet, c'est que maintenant il peut attaquer en tant que tel. Et l'impossibilité de faire disparaître physiquement le voisin, finalement, va imposer de le neutraliser juridiquement au bénéfice de l'industriel. J'avais promis que j'aurais une lecture marxiste du texte. Non, c'est simplement, même si, quelle que soit l'analyse sociologique et autres que l'on veut, ou économique, ou que sais-je, ou politique, on va avoir des textes, il y a quand même une évidence. Si on se fonde sur tous les rapports qui ont précédé les évolutions, enfin la création de 1810, les évolutions de 1917, et les évolutions de 76, et puis encore 96, etc., on voit toujours cette préoccupation, c'est assurer une sécurité juridique, ce n'est pas renforcer la qualité de l'acte, c'est interdire aux voisins d'attaquer l'acte. Vous voyez, donc c'est quand même une réalité, quoi qu'il en soit. Même si j'ai une position qui est un peu, on va dire, partisane, tout en essayant de rester objectif en analysant les textes. Alors comment est-ce qu'on neutralise le voisin? Et pourquoi on le neutralise finalement? En fait, le voisin s'éloigne. Le voisin s'éloigne, vous avez dit qu'au départ, on était dans un rapport de proximité, et la création, ça parce qu'on a on va dire des petites industries qui n'étaient pas le développement de l'ère industrielle qu'on connaît. Et assez curieusement, beaucoup d'auteurs font naître tous ces éléments de 1810. J'en ai trouvé des traces bien antérieures dans le Commentaries of the Law of England de Blackstone, dans ses commentaires des lois anglaises, notamment le tome 5 sur le traité des choses, qu'il appelle ces inconvénients, donc 1768, ce qu'il appelle nuisance, c'est qu'il rapproche d'annoyance, c'est-à-dire les désagréments, les contrariétés qui sont liées à la propriété voisine. Mais quand on dit voisine, c'est un voisinage de proximité, initialement. Il y a nuisance, nous dit-il,
lorsqu'une personne construit une fonderie, le smelting house, près de la propriété d'un autre, so near the land of Hanover, dont la vapeur et la fumée tuent son maïs et son herbe et affectant cela son bétail. Les désagréments de l'activité industrielle sont donc conçus comme une violence qui est faite aux voisins, comme une nuisance ou comme un damage, c'est-à-dire quelque chose qui crée une blessure. On l'a dans le sens de injure. L'injure, au sens juridique du texte au 18e, 19e, c'est ce qui blesse. J'ai fait injure à quelqu'un, je l'ai blessé. Alors naturellement, aujourd'hui, on l'a traduit par « je l'ai blessé psychologiquement ». Dans son ressenti, ce n'est plus dans sa chair, mais c'est visé comme tel ici. Et le droit du 19e siècle n'est pas plus innovant, puisque on trouve tout un ensemble d'éléments qui vont montrer que vous avez une très forte violence qui est faite au voisinage, de plus en plus qui s'éloigne de plus en plus, et donc qui va éloigner le voisinage de l'industrie, mais qui dans le même temps va le rapprocher par les dommages qu'il lui crée. Dans un premier temps, finalement, comme je vous disais, et c'est pour ça qu'on va essayer de neutraliser le voisin, c'est que l'industrie n'est perçue qu'à travers le droit du voisin. Et comme c'est le voisin qui est seul atteint, puisque l'environnement en tant que tel n'existe pas, encore pas, eh bien c'est le régime des troubles anormaux de voisinage qui va l'emporter. Et tant mieux pour l'industrie. Pourquoi? Parce que, paradoxalement, s'intéresser aux voisins, c'est préserver le développement industriel. La crainte du voisin, et je vous lis toujours un rapport de l'Institut du 26 Frimaire en 13, vous avez noté quand même un fort lobbying, pardonnez-moi l'anachronisme également, des industriels auprès de l'empereur pour faire évoluer la réglementation qui leur était défavorable. La crainte du voisin, illustration de la puissance de ses droits, va conduire le législateur à réduire texte après texte ses droits d'action, à littéralement neutraliser sa capacité de nuisance. Le voisin devient une nuisance pour l'industrie qui lui nuit. À l'égard de l'industrie, pour faire cesser, selon le rapport de l'Institut, cette lutte continuelle entre le fabricant et ses voisins. Et dès 1810, on va trouver le jeu de ce qu'on appelle, je vous le disais, la préoccupation individuelle. La préoccupation individuelle, c'est la règle du primo-arrivant. C'est que celui qui s'installe postérieurement au fonctionnement d'une installation ne peut pas attaquer l'industrie à raison des troubles qu'il subit, parce que s'étant installé postérieurement, il l'a fait sciemment. Donc on a développé ce qu'on appelle la théorie du risque accepté. Donc il ne peut pas se plaindre puisqu'il s'est exposé volontairement. Je vous livre dès 1810. Même si des collègues font remonter cette théorie beaucoup plus tard. 1810, que trouve-t-on? Tout individu qui ferait des constructions dans le voisinage de ces manufactures et ateliers de la première classe, donc celles qui doivent être très éloignées, après que la formation en aura été permise, donc dès qu'elle aura été autorisée, ne sera plus admis à en solliciter l'éloignement. Il ne pourra plus avoir de contestation à l'égard de l'industrie à proximité de laquelle il s'est implanté. Et donc, il n'y a aucune alternative qui lui est offerte, puisqu'il doit vivre avec les nuisances préexistantes, sans considération finalement de leur éventuelle péjoration, donc le fait qu'il y aurait une augmentation des nuisances postérieurement au fait qu'il se serait installé. Alors les autres classes, par contre, ne connaissent pas ces limites. On ne vise ici que les plus dangereuses. Comment on va être neutralisé le voisin, finalement? Toujours par rapport à sa relation de voisinage, il va l'être de deux façons. Il va l'être dans la contestation des actes, tout d'abord. On a ce qu'on appelle la théorie des cercles de voisinage, c'est-à-dire que plus on est proche, plus on a de droits, plus on est éloigné, moins on a de droits. D'accord? Et donc ces cercles de voisinage au contour plus ou moins variables en fonction de la nature de l'installation, eh bien, se superposent au cercle d'intérêt de la théorie contentieuse qui permet d'accepter ou de rejeter un recours. Je vous livre la réglementation telle qu'elle existe actuellement dans le Code de l'environnement. C'est que les tiers qui ont acquis ou pris à bail, donc qui ont loué des immeubles ou qui ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée, que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'acte qui porte autorisation de cette installation ou enregistrement ou qui atténue les prescriptions, n'est pas recevable à déférer cet acte devant le juge. Donc, non seulement celui qui s'installe postérieurement ne peut pas faire valoir des droits à réparation d'un dommage, mais celui qui s'installe postérieurement ne peut pas attaquer l'acte qui a conduit
l'autorité administrative à autoriser l'installation. Alors, on va voir pour quelles raisons finalement on a ce texte-là. Ce texte-là s'explique tout simplement parce que vous avez un régime du délai contentieux qui est extrêmement favorable au départ. De 1810 à 1976, les tiers n'ont aucun délai pour attaquer l'acte. Donc ça fait peser une certaine insécurité juridique sur l'industriel. C'est quelqu'un qui s'installe, qui subit des dommages 30 ans après, 40 ans après, peut non pas simplement se prévaloir de dommages à faire réparer devant le juge civil, mais peut obtenir du juge administratif l'annulation de l'autorisation. 30, 40, 50 ans après. Donc vous avez une très forte insécurité juridique. Et pourquoi? Mais tout simplement parce qu'on va considérer... Alors, c'est pour des raisons historiques, hein, là où antérieurement, vous aviez le Conseil d'État qui était le Conseil de l'État, donc le Conseil du ministre, et celui qui prenait la décision en définitive, c'était le ministre. Ça signifiait que lorsque vous aviez un contentieux qui était né, le ministre pouvait modifier l'autorisation comme autorité contentieuse. À partir du moment où donc on pouvait admettre qu'il y ait des recours à tout moment, parce que l'autorité administrative avait, elle, la capacité de répondre à la demande du voisin. Mais c'était extrêmement intéressant du point de vue de l'environnement, dans la technique d'ailleurs. Parce que ça voulait dire que si l'industriel ne voulait pas voir son acte annulé, il devait suivre en permanence l'évolution de la réglementation et adapter toujours son industrie pardonnez-moi de nouveau l'anachronisme, aux meilleures techniques disponibles pour être toujours aux normes au moment où il y aurait le risque. Donc cette absence de délai de recours était extrêmement intéressante parce que ça permettait, à la fois on va le voir au juge, de remplaçant le ministre, de prendre la décision à sa place. C'est ce qu'on appelle un pouvoir de réformation, alors que jusqu'à présent, le juge n'a qu'un pouvoir d'annulation ou de rejet. Ici, le juge peut prendre la décision à la place du ministre, et il la prend en appliquant le droit existant au jour où l'acte a été, ou le jour où il prend sa décision. Ce qui signifie que si le droit a évolué, si l'industriel n'a pas suivi l'évolution du droit par rapport à l'autorisation qu'il avait initialement, son autorisation sera annulable. Donc c'était très intéressant de ne pas avoir de délai de recours, parce que ça permettait une adaptation permanente au droit. Vous voyez l'objet? Finalement, on a quelque chose qui est extrêmement intéressant. Alors, pardonnez-moi, c'est la soupe juridique, hein, c'est la technique juridictionnelle, mais très intéressant pour cela. Or, quel est le risque pour les industriels d'avoir en permanence cette épée de Damoclès juridictionnelle? C'est de voir leur autorisation remise en cause, en permanence. Et ce que va faire le législateur en 1976 de nouveau pour répondre à la préoccupation des industriels, c'est de limiter le délai de recours. Il va le limiter à 4 ans plus 2 ans. C'est-à-dire que c'est-à-dire que seuls les voisins qui se sont installés antérieurement à l'installation vont pouvoir attaquer, mais vont pouvoir le faire dans un délai de 4 ans seulement. On passe donc de pas de délai à 4 ans. Mais 4 ans plus 2 ans, parce qu'on va rajouter 2 ans de contentieux à partir du moment où l'installation commence à fonctionner, puisque naturellement, c'est à partir du moment où elle commence à fonctionner qu'on peut effectivement voir s'il y a un risque de trouble ou pas. Parce qu'il faut quand même que le voisin puisse établir un intérêt à agir. S'il ne peut pas rapporter un trouble, il n'y a pas d'intérêt particulier. Or, et c'est bien en cela qu'il va y avoir le délitement, puisque de nouveau, il va y avoir une réduction des délais. Alors ça va être, pendant une période, ça va être quelque chose de très compliqué, parce qu'en fonction de la nature des installations, on aura des délais de recours à 4 ans plus 2 ans, des délais de recours à 1 an et des délais de recours à 6 mois. Maintenant, c'est simple, c'est 2 ans, 2 mois. Et donc désormais, on est passé d'aucun délai à 4 ans et seulement 2 mois. Ce qui veut donc dire que les voisins qui ne sont pas assez vigilants par rapport à l'arrêté d'autorisation qui sera publié vont perdre leur délai de recours puisqu'ils ne pourront plus attaquer dans le délai de 2 mois. Et comment pourront-ils se prévaloir d'un préjudice ou d'un intérêt effectif? Ça sera qu'un intérêt spéculatif puisque l'industrie ne fonctionne pas au bout de 2 mois. Et donc avec une plus grande chance, entre guillemets, de voir leur recours rejeté. Quel est votre... Ce n'est que spéculatif. Si l'industriel et le préfet, qui sont défendeurs, arrivent à démontrer que toutes les mesures qui ont été prises vont garantir les intérêts de voisinage et les intérêts d'environnement, son recours sera rejeté. Purement et simplement. Purement et simplement.
Ce qui veut donc dire que les tiers intéressés, désormais, et donc les voisins, puisque seuls les voisins, enfin je passe les associations et autres, mais seuls les voisins ici, qui se sont installés avant, peuvent agir, devront démontrer les inconvénients et dangers auxquels les expose l'installation litigieuse en fonction de leur situation. Et on voit ici toute la jurisprudence du Conseil d'État se développer, en considérant par exemple qu'un voisin qui se situe de l'autre côté d'une rivière par rapport à une industrie qui est en face, compte tenu de la distance qu'il y a entre les deux, n'a pas d'intérêt à agir, même s'il est dans une relation de voisinage. Et d'ailleurs, pour montrer ce délitement de l'intérêt de voisinage, on a à peu près à la même période la même chose en droit de l'urbanisme, là où antérieurement le seul intérêt de voisin suffisait à attaquer un permis de construire, désormais, article L600-1-2, le voisin n'est recevable à former un recours que contre une décision que si les constructions, l'aménagement ou le projet sont de nature à affecter directement les conditions d'utilisation, d'occupation, de jouissance du bien ou qu'elle occupe. Voilà. Ce qui veut dire que s'il n'est pas dans la capacité de démontrer qu'il a un intérêt effectif né de ce rapport de proximité et qu'il y aurait des troubles dans ses conditions de jouissance de son bien, il ne peut plus agir, alors qu'avant, la seule proximité donnait le droit. Donc on voit bien finalement qu'on augmente les obstacles, finalement les obstacles sans nombre qu'on imposait à l'industrie, qu'on a vu en 1810, maintenant c'est les obstacles sans nombre qu'on impose aux voisins, Et puis, surtout, la garantie des droits n'existe presque plus. Vous avez eu pour une construction légale extrêmement intéressante l'article L112-16 du Code de la construction et de l'habitation. A priori, ce code devrait se tenir assez éloigné de nos préoccupations et de voisinage et d'industrie, mais pas du tout. Pas du tout, parce que que dit ce texte? Et il consacre la préoccupation individuelle que j'avais évoquée de 1810, c'est-à-dire celui qui intervient, qui s'installe après, ne peut plus attaquer. Le texte nous dit: les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, alors tout ça s'est rajouté au fur et à mesure, aéronautique c'est en 1999, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé, puis il y a toute une série d'actes que postérieurement à l'existence de ces activités, les occasionnant, dès lors que les activités s'exercent en conformité avec les dispositions légales ou réglementaires. Autrement dit, celui qui s'installe postérieurement à une installation qui lui crée un trouble ne peut pas agir en trouble anormaux de voisinage parce qu'il arrivait après. C'est en gros la loi du Far West, c'est le premier arrivé, celui qui enclôt un terrain, le premier dit c'est à moi, c'est lui qui l'emporte. Et ici, c'est celui qui s'installe avant, qui finalement privatise l'environnement parce qu'on interdit aux tiers d'agir de ce fait-là. Et le Conseil constitutionnel va donner raison à ce cadre-là. Alors pourquoi d'abord ce texte? Pourquoi ce texte? Pourquoi est-ce qu'on parle de la campagne? D'abord, le texte, au départ, il est né d'une question très simple que je reverrai en conclusion, de façon un peu humoristique. C'était que les néo-ruraux s'installaient à la campagne et étaient fortement incommodés par l'odeur du fumier et le chant du coq. Très tôt le matin, il n'y avait pas le jeu du décalage horaire de 2 heures matin, donc c'était très tôt. Et attaquaient en permanence, même si le coq mourait quand la Cour de cassation se prononçait, parce que le temps qu'elle se prononce, le coq était vieux. On va créer un texte pour protéger l'agriculture. Et on va ouvrir l'amphore de Pandore. C'est qu'au moment des débats parlementaires, là où les débats portaient initialement uniquement sur les activités agricoles, on va dire « et au fait, et l'industrie ?» Et au fait, et le commerce, et au fait, et l'artisanat. Puis en 99, au fait, les bruits aéronautiques. Et finalement, c'est pour ça qu'on va aboutir à ce texte qui va englober toutes les activités potentiellement productrices de nuisances pour le voisinage et qui va finalement interdire aux voisins d'attaquer. Alors, c'est très gênant. C'est très gênant parce que en 2005 est intervenue la Charte constitutionnelle de l'environnement dont l'article 4 prévoit que toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement. Or, si d'un côté, on a un texte qui nous dit les voisins ne peuvent pas attaquer, comment peut-on de l'autre le concilier avec un texte qui dit vous devez réparer les atteintes? Et donc il y a une contradiction, si vous voulez, constitutionnelle entre le texte légal et le texte constitutionnel. Le point de vue que va adopter le Conseil constitutionnel dans une question prioritaire de constitutionnalité de 2011. Alors les QPC, si vous voulez, c'est lorsqu'il y a une question de droit nouvelle qui se pose,
par rapport à un texte, même antérieur, par rapport à un texte constitutionnel, la juridiction peut sursera statuer, donc elle peut dire je réserve ma décision, et elle va demander au Conseil constitutionnel de se prononcer sur est-ce que l'acte est constitutionnel ou pas. Et le Conseil constitutionnel va dire la chose suivante, c'est que, bien sûr, ça interdit le recours aux troubles anormaux de voisinage, qui n'est finalement qu'une technique de contestation pour garantir ses droits. Ça n'interdit pas de recourir au régime de la responsabilité civile traditionnelle, délictuelle et quasi-délictuelle, donc le fait qu'on ait une interdiction d'agir par un biais, n'interdisant pas d'agir par un autre, ça n'est pas inconstitutionnel parce qu'on peut toujours imposer la réparation des dommages. Oui, mais ce à quoi ne songe pas le juge constitutionnel, c'est que lorsqu'on est en trouble anormaux de voisinage qu'interdit ce régime, le voisin n'a pas besoin de prouver de faute, alors que quand on est dans le régime civil traditionnel, le voisin doit prouver une faute et le lien de causalité. Donc c'est un régime de réparation qui est beaucoup plus sévère dans l'accès au juge qu'il ne l'est en définitive. Mais le Conseil constitutionnel a validé le texte. Le Conseil constitutionnel a validé le texte. Alors le voisin se plaint de son environnement et le voisin donc agit finalement un peu contre nature. Et je voudrais conclure par le dernier avatar des relations à l'ère de l'Anthropocène, où on a un renversement des tendances, où a priori on était censé vivre dans un environnement harmonieux, etc. Et où finalement ceux qui revendiquaient un certain environnement se plaignent du même environnement qu'ils revendiquaient antérieurement, autrement dit en revenant à la campagne. Brièvement donc sur la question du voisin contre nature, c'est en gros le voisin des villes et le voisin des champs, si vous préférez. L'Anthropocène, finalement, va montrer l'inadaptation du voisin aux conditions rurales. On a un autre trouble de voisinage, d'une autre nature, mais cette fois-ci, c'est la nature qui cause le trouble. Vous connaissez sans doute Maurice, le coq oléronais. Donc Maurice qui a fait les délices de la presse pendant quelque temps, puisque vous aviez une voisine nouvellement installée dans l'île qui se plaignait du chant du coq, qui s'appelait Maurice, et qui demandait des fortes indemnités pour trouble de voisinage. Vous avez même Coco, qui était un coq margonien, qui a eu moins de chance, puisque finalement, le propriétaire était condamné à s'en séparer, et il a d'ailleurs recueilli pas moins de 90 000 signatures sur Internet en faveur du voisin, en faveur du coq, en faveur du soutien à la ruralité. Et il y en avait quand même 155 000 pour Maurice. Donc les deux coqs étaient un peu en concurrence, mais bref, l'un l'a emporté, pas l'autre. Et puis n'oublions pas les stridulations des cigales. Vous vous souvenez sans doute de ce maire vers Narbonne qui a été attaqué pour son refus de faire venir une société de désinsectisation pour faire taire les cigales qui faisaient beaucoup trop de bruit dans les arbres de la ville. Je vous livre quand même un autre élément sur les grenouilles pour vous montrer jusqu'où la Cour de cassation, ce à quoi la Cour de cassation s'intéresse quand même pour troubles de voisinage. Au regard de l'ampleur des troubles que produisait pendant plusieurs mois durant la saison chaude avec une intensité certaine liée avec la présence d'une colonie de batraciens due à la création d'une mare dans la proximité immédiate d'une habitation, ceux-ci excédaient les inconvénients normaux de voisinage. Donc finalement, les grenouilles et les crapauds faisaient trop de bruit. Puis on imagine d'ailleurs la même situation pour les gendarmes. Je vous livre un rapport que nous donne une juridiction par rapport à des gendarmes qui sont allés observer nuitamment et entendre le caquettement des canards qui étaient supposés la nuit déranger le voisin. Donc ils ont fait une enquête de voisinage, donc en allant se poster dans des lieux... mais on voit de tout en jurisprudence, c'est assez savoureux. Les gendarmes notent avoir effectué divers stationnements de jour comme de nuit par temps couvert ou découvert, par pleine lune ou non, et ne pas avoir en constaté qu'à l'époque, M. Y possédait 7 coqs et une trentaine de volatiles qui ne faisaient pas plus de bruit, qui excédaient les inconvénients normaux de voisinage. Donc ces affaires sont loin d'être anecdotiques finalement, puisque vous avez plusieurs dizaines tous les ans de jurisprudence dans ce sens, mais elles témoignent bien quand même des tensions qu'on peut avoir avec les bruits, on dira, naturels ou ordinaires de la campagne. Je passe naturellement toute la jurisprudence sur l'état de fumier, qui est à peu près du même ressort, ou les sons des cloches, l'arc campanaire a envahi tout l'espace et malheureusement tout le monde n'est pas habitué à ce son, surtout si on vient de la ville, avec le bruit ordinaire des automobiles, et on vient trouver le calme de la campagne qui n'existe plus. D'où le fait que les parlementaires s'en sont émus et ont proposé, donc parce que ces querelles de voisinage étaient quand même assez symptomatiques d'une certaine inadaptation
de l'homme contemporain à la nature et en tout cas à la campagne et au contexte rural, eh bien, ça caractérise finalement tous ces recours ou une menace sur ce qu'on appelle le patrimoine immatériel des campagnes françaises. Et donc, vous avez une loi, une proposition de loi qui a été déposée visant à définir et à protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises, dont un des objets, alors il n'a pas été adopté dans ce sens-là, mais un des objets, c'était de faire obstacle au recours à la théorie des troubles anormaux de voisinage développée à l'époque industrielle contre les bruits de la campagne. Et donc on va considérer que ça fait partie du patrimoine immatériel, et donc il doit être protégé en tant que tel. Ça va même très loin, puisque le texte, c'est-à-dire la loi du 29 janvier 2021 visant à définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises, a rangé au titre du patrimoine commun de la nation que j'avais évoqué la dernière fois, au titre du patrimoine commun de la nation dans le Code de l'environnement, il y a les sons et les odeurs qui les caractérisent l'environnement. Donc on voit bien ici que, alors vous aviez noté la dernière fois que j'avais dit que le sol n'était pas considéré comme patrimoine commun, par contre les sons, oui. Alors, il y a quand même un sacré décalage. Simplement pour conclure sur ce point, c'est que l'objet de ce texte, une fois qu'on aura posé le principe, parce que le principe de dire ça fait partie du patrimoine commun n'a aucun effet juridique, si ce n'est de reconnaître que c'est d'intérêt général et de rassurer un peu les braves ruraux par rapport aux méchants urbains qui viennent leur chercher noise. Autrement dit, on inverse les rapports de voisinage ici. Eh bien, c'est tout simplement, c'est qu'il y a une réflexion qui doit être menée pour savoir de quelle façon on va pouvoir les protéger contre les recours juridictionnels. Autrement dit, là où antérieurement on avait des inégalités qui étaient nées de l'industrie, on pourrait avoir des inégalités qui naîtront de la nature. Merci beaucoup.